C'est drôle, on croit. Le truc que je pense est fondamental et l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'évidemment on s'associe toujours avec ses potes. Ouais, c'est vrai. Et ben, son partenaire, il faut pas le choisir parce que c'est mon pote. Il faut le choisir parce que je peux travailler avec lui tous les jours. C'est très différent. Et deuxièmement, il faut qu'il apporte quelque chose que moi j'ai. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'homme et cette semaine je rencontre Hugues Martin. Ce nom vous dit sûrement quelque chose si vous vivez en Chine et en tout cas vous devez connaître la société qui s'appelle Expatrimo. Pour ceux qui ne le savent pas, Expatrimo est une société qui aide à faire des investissements immobiliers en France. Et c'est pratique quand on vit à l'étranger, spécialement en Asie. Hugues et son partenaire Vincent ont lancé ça il y a maintenant quelques années. Et la raison pour laquelle je voulais le rencontrer, c'était justement de savoir comment il avait fait pour que cette marque-là soit aujourd'hui connue de tout le monde. On va parler bien sûr de son développement marketing et commercial. On va également parler des aléas de l'entrepreneuriat, de l'expatriation, puisque Hugues a vécu 2 expatriations déjà. Ça fait 15 ans qu'il est en Chine, mais avant ça, il a fait 7 ans à Budapest en Hongrie. Et on va commencer l'interview sur cette partie-là. Et on va aussi parler de l'importance d'avoir un bon partenaire, d'avoir un bon associé qui vient vraiment nous compléter dans notre activité professionnelle. L'interview pour moi est extrêmement intéressant, même si je connaissais déjà très bien Hugues. J'espère que ce sera pareil pour vous. Et si c'est le cas, parlez-en autour de vous. C'est la seule manière pour moi de continuer. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur iTunes, sur Stitcher, sur SoundCloud. Et laissez-moi des commentaires et des likes pour m'encourager à continuer. Je vous retrouve à la fin. Bonjour Hugues, merci d'être venu sur Backstage. Alors on va faire comme d'habitude, tu vas nous expliquer un petit peu d'où tu viens, on va essayer d'apprendre à te connaître, même si je pense que beaucoup de gens aujourd'hui à Shanghai et même en Chine te connaissent. Ça fait des années que tu es là. Explique-nous comment tu es arrivé à Shanghai, ça fait combien de temps que tu es là maintenant exactement? Alors, je suis à Shanghai depuis quasiment 15 ans. Et Shanghai, la première fois que je suis venu, c'était en 98. Ok. Et j'ai passé 2 mois sur un projet. J'arrivais de Hongrie, d'Europe centrale. J'y suis retourné après. J'ai fait 2 mois sur un projet. Et je me suis dit qu'un jour, j'en reviendrai. Et en 2004, il y a des gens qui m'ont proposé de venir. J'étais retourné en Hongrie. Et donc, j'ai fait Budapest, Shanghai, One Way. Et comme tout le monde, je venais pour 3 ans. Il y a 15 ans. Ouais, c'est pareil. Ça fait 3 ans que tu dis que ça fait... Allez, encore 3 ans. Ouais. Bon, alors maintenant, non, puisque maintenant, tu as ta famille. Donc, tu es bien implanté, tu es bien installé. Combien de temps tu as vécu à Budapest avant de venir en Chine? Alors, en gros, j'ai fait 7 ans à Budapest avant de venir en Chine. Moi, ça fait 25 ans que je n'ai pas habité en France. D'accord. Et en plus, j'ai fait mes études en Angleterre avant. Un vrai expatrié, enfin un vrai voyageur. Oui, vrai long terme à l'étranger, absolument. D'accord. Alors aujourd'hui, tu as ta propre société qui s'appelle Expatrimo. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais finalement, tu n'as pas toujours été entrepreneur. Même si tu as eu une approche très entrepreneuriale, tu as monté ta propre société récemment avec Expatrimo. Alors ça fait maintenant quelques années. Mais qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé, les différents métiers que tu as pu faire, même si finalement, moi te connaissant, il y a toujours eu une ligne un petit peu similaire, conductrice dans toutes ces activités qui était d'aider les étrangers, les expatriés dans leurs investissements pour l'avenir. Absolument. En fait, je suis arrivé à Shanghai amené par des gens avec lesquels je collaborais déjà quand j'étais en Hongrie, qui faisaient de l'investissement pour les expatriés, plutôt sur un profil assez haut de gamme avec des gens assez fortunés. Et étant français, j'avais pas mal de clients français. Donc il y a un moment, à force de m'entendre dire « Hugues, tu fais pas de l'immobilier en France. Hugues, c'est quoi les lois françaises ?» Alors qu'on était plutôt sur des choses très internationales, ça a commencé à m'intéresser. Et donc j'ai travaillé pour une société au départ quand je suis arrivé, pendant 7 à 8 ans. J'ai fait un deuxième passage dans une autre pendant 2-3 ans. Et pendant cette période de 3 ans, en fait, j'ai monté le concept d'Expatrimo qui a démarré début 2012. D'accord. Et à ce moment-là, donc là j'entends quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que tu as identifié un vrai problème, comme d'habitude, et tu t'es dit, tiens, il n'y a pas de solution aujourd'hui. C'était un peu l'environnement, il y avait rien qui existait sur le marché pour
ce genre d'achat immobilier? On voit bien que du point de vue des institutions financières franco-françaises, les Français de l'étranger sont inexistants. Il y a quelques institutions, mais c'est très très peu. Et donc l'idée, c'était de s'attaquer à ça et d'offrir des solutions pour des Français qui habitent en Asie, alors au départ à Shanghai, et puis après ça s'est étendu, d'investissement en France et en particulier dans l'immobilier. Et ça, il n'y avait personne qui faisait et il n'y a encore pas grand monde. D'accord. Donc toi, tu te focalises sur les Français pour des investissements en France, ou aujourd'hui, est-ce que de la même manière que tu dis que tu as élargi ta base de clientèle, pas que à Shanghai, mais un peu partout en Asie, est-ce que c'est pareil, niveau investissement, tu proposes la France et autre chose, ou t'en es où aujourd'hui? Alors, en fait, on a décidé que nous, on restait sur la France. Ok. Par contre, on est spécialisé sur la France et on connaît très très bien. Et il y a une raison simple, on pourrait se mettre à vendre et régulièrement des gens viennent nous proposer des biens en Thaïlande, en Allemagne, en Angleterre, etc., etc. Et en fait, notre métier, c'est quand même, de façon étonnante, un métier de réseau. Et un métier de réseau vis-à-vis des promoteurs et des opérateurs sur un marché. Et donc, en France, on a un très très bon réseau. Et on aurait du mal à le développer ailleurs. Et donc, on préfère se focaliser sur un marché qu'on connaît très bien avec des bons produits plutôt que d'essayer de s'éparpiller. Alors, j'aime bien quand tu parles de réseau et ça va me permettre de rebondir sur autre chose. Donc, avec Backstage, en fait, j'essaie de comprendre le comment. D'accord? Donc, comment on a lancé quelque chose, comment on a eu l'idée de faire tel ou tel projet. Moi, ce qui m'intéresse, et là, tu viens de parler de réseau, c'est tu connais tout le monde, beaucoup de monde te connaît, ils ont entendu ton nom. Comment tu as fait au début? Comment tu as fait pour te créer ce réseau? Puisque ton métier, aussi bien côté solution, c'est un monde de réseau, comme tu dis, avec des partenaires qui vont t'aider dans la réalisation, mais côté client, c'est aussi un monde où, même si aujourd'hui il y a beaucoup de communication, c'était plutôt de la mise en relation avant. Donc, comment tu as fait pour bâtir ton réseau quand tu es arrivé à Shanghai il y a 15 ans? Alors avant ça, en termes de réseau en France, je ne l'ai pas inventé. On a monté, quand je dis on, j'ai monté Expatrimo avec un partenaire qui est arrivé, lui, il y a 6 ans et qui avait fait ce métier-là en France pendant 15 ans. Donc, comme tu le disais, moi je connaissais beaucoup de gens, j'avais les clients. Voilà, lui, il avait l'expertise. Et lui, il avait les réseaux en France. Okay. C'est comme ça qu'on l'a fait. Alors pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut être partout. Il faut rencontrer des gens, il faut avoir le bon discours, ça se travaille. Beaucoup de gens se disent « Ah non, je ne suis pas fait pour être commercial, etc. » Mais ce n'est pas une question d'être commercial, il suffit d'avoir envie de rencontrer des gens et d'être intéressé par ce qu'ils font. Et donc, d'ailleurs on a un peu la même approche, toi et moi. Tu rencontres des gens, tu les écoutes, tu t'intéresses à ce qu'ils font un peu. Alors on ne peut pas tout connaître sur tout, mais avoir un intérêt pour différentes lignes de business, essayer de comprendre. Et au bout d'un moment, les gens se rendent compte que tu es là pour vraiment essayer de comprendre et ils se rappellent de toi. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir du temps et qu'aujourd'hui, on a un truc où tout le monde se dit je vais monter une start-up et dans 6 mois, je suis milliardaire. Mais en fait, non. La plupart des gens, c'est pas comme ça. On rencontre des gens, 1, 2, 3. Et encore, moi, j'ai des gens qui reviennent vers moi que j'ai rencontrés il y a 7-8 ans, qui sont toujours en Asie, qui m'ont rencontré à l'époque, qui n'avaient pas forcément le besoin de ce que je faisais. On continuait à recevoir du média social, et ça c'est un très gros élément dans le marketing. En marketing, et puis qui un jour sont dans la position de se dire ok, maintenant j'ai envie, et reviennent vers nous. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que le réseau est indispensable, et je pense que c'est quelque chose aussi de très, je ne sais pas si c'est très asiatique, mais c'est vrai de connaître du monde, de rester un peu permanent. Alors je pense que c'est la même chose si on était à Paris, j'imagine. Mais c'est vrai qu'à Shanghai, le fait que les gens bougent beaucoup, déménagent en Asie aussi, ils sont à Shanghai pendant 3-4 ans, ils bougent à Singapour ensuite ou à Séoul, toi ça t'a permis, et du coup j'imagine que c'est lié à ça, aujourd'hui ton expansion fait que ce réseau-là tu l'as suivi, les gens qui t'ont connu il y a quelques années, qui maintenant ont déménagé dans une autre ville d'Asie et qui ont développé leur carrière, se disent ah tiens au fait maintenant je suis en position de pouvoir faire un investissement de ce genre-là et je vais rappeler Hugues. Alors ça c'est très vrai, et aujourd'hui, alors on est visible à Shanghai, mais en fait on a des clients, tu disais à Séoul, à Singapour, à Hong Kong. Alors la plus lointaine aujourd'hui, elle est en Nouvelle-Zélande. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui habitait à Shanghai en fait. D'accord. Alors ça c'est que le début, parce qu'en fait on est dans un métier qui est quand même un métier de contact, et on peut donner des informations par internet, mais quand il s'agit d'acheter un immobilier, là vraiment il faut, c'est un gros élément, c'est un élément de vie en fait.
Premier appartement, c'est quand même quelque chose dont la plupart des gens se rappellent. Ouais. Donc il faut avoir quelqu'un en face de soi. Donc c'est pas encore quelque chose, tu cliques sur Internet et Non. boum, t'achètes Non, non. un Et ça, bien à immobilier. mon avis, ça va prendre énormément de temps pour que ça le devienne. Et je suis pas sûr que ça le devienne jamais parce que quand même, quand tu prends un crédit sur 15 ans et que tu fais un choix à tel endroit et à telle rue et tel autre, C'est sûr. Ouais. il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui te dise oui, je pense que c'est Ouais. bien. On a vu, c'est Alibaba là qui est en train de faire un système où tu vas pouvoir acheter les voitures directement sur Internet. Et pareil, les voitures, il y a des quelques années, c'était encore un bien impensable d'acheter une voiture sur Internet. Même si je comprends que ça soit un produit qui est assez standard, en fait, tu achètes une voiture, voilà, tu prends les options et c'est assez facile avec la couleur. Je crois qu'il y avait Vente Privée il y a quelques années qui avait aussi fait ça sur des séries limitées. L'appartement, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose où il y a une barrière. Mais peut-être qu'on va y venir. Hein. Je me dis que. Alors moi, je pense que la trend qu'on voit, hein, c'est que effectivement, les gens sont beaucoup plus informés qu'ils ne l'étaient. Ok. Et Ouais. qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mon métier, c'était d'apporter l'information. Mhm. Nous étions la seule source d'information. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas que mon métier, c'était dans beaucoup de gens qui font de la vente, enfin je dirais du conseil, parce qu'on ne fait pas seulement de la vente. Aujourd'hui, les gens sont très informés. Mais quand même, de là à faire quelque chose qu'on fait une fois tous les 3-4 ans, si on a de la chance, Ouais. devant son ordinateur avec un clic de souris. Non, c'est encore, Ouais, encore une barrière. Ouais, surtout que c'est des procédures qui sont quand même très complexes, très longues, le tout à distance. Par contre, j'ai vu, il y a des, on peut avoir, notamment sur l'immobilier ancien ou d'habitation, des trucs où j'ai vu des systèmes où les gens mettent une caméra et ça te fait une vue 360, etc. Mais bon, il manque encore plein d'informations. Puis ça, c'est qu'une partie. Après, nous, on fait essentiellement de l'immobilier d'investissement. Les gens qui achètent avec nous n'habiteront jamais dedans. C'est Ouais. uniquement de C'est un l'investissement. investissement. Et là, par contre, les informations sont très disponibles, mais elles ne concernent pas l'appartement en soi, qui ça, c'est quelque chose d'assez standard. Ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui se passe autour. Ouais. Les lignes de transport, l'évolution, Ah oui, ouais. tout ça. Et ça, Plan c'est d'urbanisme, etc. exactement. Et ce que nous, on apporte, c'est une étude de ça. Et de dire, il faut acheter là, ou là, ou là. Pas parce que l'immeuble, il va être différent, parce que c'est quasiment le même. Non, parce que ici, dans 5 ans, vous avez une ligne de métro qui ouvre. Et par exemple, une grosse thématique aujourd'hui, c'est le Grand Paris. Il y a 2 ans, personne n'en parlait. Ouais. Depuis le début de l'année, on voit les articles qui fleurissent, et notamment parce que les travaux ont été attribués. Il y a une grosse société française que je ne nommerai pas, qui a eu le premier tronçon de la ligne 15 du Grand Paris qui fait le Ok. tour de Paris. Et les tronçons, donc ça a été attribué, les prochains tronçons vont être attribués, et en 2024, il faut que ça soit terminé, d'autant plus qu'en 2024, c'est les Jeux Olympiques. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, le Grand Paris est un exemple, mais ce n'est pas le seul, c'est d'analyser pourquoi on se met là, Et pas là, quoi. et pas là, Ouais. parce que ici, on sait qu'il y a du transport qui va arriver, parce qu'il y a du développement, parce que, etc., etc. Et donc, il faut acheter là, plutôt que là. Et alors du coup, est-ce que ce genre d'offre touche aussi les Chinois? Est-ce que tu es sollicité par des Chinois qui peuvent être intéressés? Dans ta communication aujourd'hui, parce qu'on va y revenir, puisque c'est quand même un gros point, est-ce que dans ta communication, tu essayes de cibler de plus en plus les Chinois pour investir en France ou c'est une prochaine étape? Alors, on a 2 communications totalement différentes. Ok, ouais, ça ne m'étonne pas. On a une communication que tu vois qui est une communication très investissement, très fiscalité. Avec, Donc ça, c'est pour les étrangers, voilà, les Français, pour les on va dire, Français. ouais. Ouais, ouais. Où là, on est sur du investissement pur, où les gens achètent pour gagner de l'argent et donc l'optimisation fiscale est très importante. Les Chinois ne recherchent pas du tout la même chose. Les Chinois, ils recherchent d'abord de l'occupation, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser un jour. Et d'ailleurs, on s'aperçoit assez vite que les clients chinois qu'on a, et c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, Ah oui. ils ont tous un même lien. Ils ont tous un lien avec la France. D'accord, donc ils y ont fait leurs études, Alors, ils ont fait leurs études, enfants là-bas. exactement. Ils y ont Ouais. habité, ils travaillent pour une grosse société française ou leurs enfants vont faire leurs études là-bas. D'accord. Et si ils n'ont pas ça, rapidement se pose la question de pourquoi la France et puis rapidement ils se retrouvent face à un contrat de 120 pages en français. Ça les fait. Et là ils disent non, finalement je vais aller en Australie, en Angleterre Ouais, ou ouais. aux États-Unis ou au Canada parce qu'au moins je vais comprendre ce qui se passe. Ouais.
Pas faux. Et alors justement, dans cette croissance, on voit que ton business s'est très bien développé ces dernières années. Et tu vois, je ne savais pas, par exemple, pour 20% de business côté chinois, je trouve ça même énorme. Quelles ont été les difficultés pour toi de monter ce business-là? Puisque avant, tu travaillais pour quelqu'un avec une marque établie. Là, tu as dû créer ta propre marque. Tu crées aussi un nouveau service aussi, donc une nouvelle solution. Absolument. Comment tu as fait pour te lancer? Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit, bah tiens, en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. L'immobilier, on n'y touchait pas. Explique-nous un peu comment tu es arrivé à ça et les galères que tu aurais pu rencontrer quand tu as lancé ton business. Alors, d'un point de vue administratif chinois, c'était assez facile. Tout simplement de créer la boîte, etc. Parce que j'avais déjà fait ça pour une autre boîte sur un side business, une activité. Donc en gros, j'ai rappelé les mêmes gens et ça a été facile. Je le dis parce que souvent les gens me disent c'est compliqué l'enregistrement chinois. On l'avait déjà fait, donc j'avais essuyé les plats. Ça a été beaucoup plus compliqué au niveau français. Parce que le jour où... Parce que tu as aussi enregistré une société en France. Bien sûr, parce que notre société, c'est d'abord une société française. Ok. Parce que pour vendre de l'immobilier ou du placement financier français, il faut des licences en France. Donc il fallait une société et il fallait s'enregistrer, passer un certain nombre d'examens, avoir les bonnes expériences professionnelles, etc., etc., etc. Et donc le jour où on est allé demander ce qu'on appelle une carte immobilière, c'est-à-dire le droit de faire des ventes immobilières, dans une préfecture de province, qu'on a dit au monsieur en face de nous, ah non mais nous on habite en Chine, je pense que le monsieur il a failli tomber de sa chaise, il n'a pas compris, non. Et vraiment ça a été compliqué, c'est-à-dire que en gros ça se terminait toujours par mais venez nous voir. Mais c'est comme quand quelqu'un veut faire un crédit en France pour acheter de l'immobilier, hein. Il y a un moment ou un autre, la banquière va dire ah vous pourriez pas passer à l'agence, c'est un grand classique. Et donc on est sur un domaine qui n'est pas du tout internationalisé. L'immobilier, c'est pas du tout internationalisé. C'est je trouve un terrain et je mets un tas de béton dessus pour en faire un immeuble. Ça, c'est pas du tout un boulot international. Pas du tout. La construction n'est pas du tout. Donc, ça a été le clash entre les deux, mais c'est là où est notre niche. C'est-à-dire qu'on a réussi à apporter un service qui est assez commun en France, qui n'est pas du tout disponible, peu disponible pour les Français. C'est que vous avez facilité justement le fait que les Français vont pas pouvoir aller passer en France tous les 2 mois et en plus s'occuper de toutes ces démarches parce que c'est quand même très lourd. Exactement. Et là, on peut le faire à Shanghai avec des gens qui en plus ont l'habitude et savent gérer la distance, avec des partenaires qui de l'autre côté, parce que c'est ça aussi, c'est que le partenaire côté France, lui, il a l'habitude aussi de gérer ça par email ou par coup de téléphone, alors que la plupart vont potentiellement te dire, justement, passer à l'agence. Ouais, c'est très clair. Et aussi, ce dont on s'est aperçu, c'est que, en fait, on a des gros partenaires en France. D'accord. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on ne vend pas exactement la même chose qu'eux. C'est-à-dire que dans leur catalogue, il y a des choses qui vont être très intéressantes pour des gens basés en France, qui n'ont aucun intérêt pour nous. Et inversement, il y a des choses qui pour eux sont des produits assez rares, qui nous intéressent beaucoup. Je donne un exemple très clair, très simple. Il existe en France un certain nombre de dispositifs de réduction d'impôts pour de l'achat immobilier locatif. Alors ils ont en général des noms de ministres, ça a été Pinel, mais avant il y a eu Duflot, Cellier, etc. On a tous lu un truc là-dessus. Tout ça n'est pas accessible aux non-résidents. Voilà. Donc, régulièrement, on a des gens qui viennent nous voir en disant « Ah, je voudrais faire ça ». Mais non, c'est pas la peine. Tout le bénéfice fiscal n'est pas intéressant pour nous. Donc tout ça qui est vendu en grande quantité par nos partenaires en France n'est pas vendu par nous du tout. Inversement, il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui nous intéressent, qui sont peu intéressantes pour des Français en France. Et donc du coup sont moins marketés, sûrement. Exactement. On ne le sait pas. Parce qu'en fait, ce que tu disais tout à l'heure, on rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la problématique que tu as eue d'enregistrer une société en France. Aujourd'hui, on le voit beaucoup à Shanghai avec tous ces entrepreneurs. En fait, ils ont tous monté une boîte en Chine et ils ont réussi à régler la problématique chinoise. Et à un moment, ils se disent, aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant pour moi d'enregistrer une boîte en France? De deux, comment je le fais? Enfin, qui va pouvoir m'aider sans avoir à passer par des cabinets qui pourraient coûter très très cher? Comment on va faire en fait? Et finalement, cette problématique
comme tu le fais dans l'immobilier aujourd'hui, dans les investissements immobiliers, c'est exactement le même côté administratif, c'est qu'il va y avoir cette problématique à un moment de rentrer, t'enregistrer en France, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Alors toi, c'était obligatoire dans ton métier, c'est clair. Maintenant, il y a beaucoup de startups aujourd'hui qu'on a à Shanghai, puisque c'est un peu la mode, qui vont réfléchir. On entend toujours parler de la BPI, on entend toujours parler de ces choses-là. On se dit, bah tiens, est-ce que c'est fait pour moi? Et est-ce que j'y ai accès? De la même manière que les investissements immobiliers que toi, tu peux proposer, est-ce que ces taux-là, on va y avoir le droit en tant que non-résident? C'est sûr que c'est un gros problème. Donc quand tu t'es développé, au-delà de l'administration, la partie administration française, il a fallu que tu crées ton offre de service et que tu te fasses connaître sur ce nouveau service. Comment tu as fait? Quelles ont été les démarches un petit peu? Est-ce que tu avais un bon plan marketing? Ou tu as juste repris ton bâton de pèlerin et tu as été boire des cafés avec tout le monde? J'ai commencé par reprendre mon bâton de pèlerin. Ouais. Par contre, il y avait une différence essentielle entre ce que je faisais avant et ce qui est Expatrimo, c'est que ce que je faisais avant, c'était de la finance. Et par définition, il est très difficile de marketer des produits financiers. Ouais, beaucoup de gens se méfiaient peut-être et c'était pas forcément très sexy. Alors oui, mais même au-delà de ça, c'est pas tangible. Ok. Et c'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on peut pas dire. Enfin, les gens qui disent mais vous allez faire 20%, par définition, racontent n'importe quoi parce que personne ne sait. Donc on peut faire des stratégies. Si on a une approche honnête, on peut faire des stratégies qui disent on pourrait arriver à ça, mais l'investissement financier c'est quand même du pari. C'est du pari sur des marchés, etc., etc. Mais donc, et ça peut être des paris très lucratifs, hein, c'est pas la question, mais c'est difficile à marketer. Alors que l'immobilier, c'est un gros avantage, c'est que c'est physique. Donc ça se montre. Et c'était là la vraie différence. Et donc avant, par exemple, je faisais assez peu de conférences de type, on fait beaucoup de choses, petits groupes, 15 personnes à qui on explique le grand pari, les systèmes fiscaux, etc. C'est des choses que je faisais très très peu en finance, parce qu'on n'a pas grand chose à dire. En finance, c'est très simple. Hein. Soit on s'appelle une grande banque à 4 lettres qui a démarré à Shanghai, et on a les moyens d'asperger tous les aéroports du monde et d'y regarder comme on est bon. Ou alors, autrement, c'est très très difficile. D'accord ? Donc, par contre, l'immobilier, ça nous permettait déjà d'avoir une approche, et une approche, on a beaucoup plus de choses à dire. Moi, je pense sincèrement que dans la partie immobilière, il y avait autre chose, c'est que finalement, il y a beaucoup de Français vivant en Chine qui, à un moment, se disent, c'est normal, hein, c'est l'évolution logique aujourd'hui dans la carrière d'une personne, et se dit, je suis arrivé à un certain niveau de vie, avec certaines économies, et en effet, on est encore dans cette culture qui dit que acheter un bien immobilier fait partie de la vie, en fait, du succès. Moi, je pense que c'est une étape de vie. Voilà, c'est ça, c'est une étape de vie qui est, on peut pas vraiment on peut pas encore la squeezer. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, dans la vie, je vais avoir une famille, je vais avoir une voiture, je vais avoir une maison, je vais avoir peut-être une maison de campagne, etc. Et on est encore là-dedans. Donc, du coup, je suis sûr qu'il y avait plein de gens qui cherchaient une solution, mais depuis Shanghai, encore une fois, c'était difficile. Oui, ça c'est assez vrai. On parlait du comment, mais effectivement, il y a énormément de gens qui sont intéressés. D'autant que il y a une demande, quoi. Voilà, il y a une demande assez forte, d'autant que les taux d'intérêt sont très faibles en France et que ça c'est un vrai avantage pour la France et que la plupart des gens, et notamment entrepreneurs, à la retraite on l'a tous oublié parce que on n'a pas cotisé. On est sorti du système. Et donc c'est des systèmes de préparation de retraite. Mais pour revenir sur comment on a fait, donc effectivement c'était du réseau, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, de la conférence et par contre du marketing online. Et pour nous c'est très 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 important, mais on n'est pas les seuls. Hein. Moi je suis pas dans la tech, quoi. On est plutôt dans les gens qui sont derrière. Donc j'aime beaucoup, j'ai pas mal d'amis dans la tech et ça m'intéresse ce qu'ils font. Nous on est des low-tech quand même. C'est vrai, quand tu veux acheter un bien immobilier, c'est 120 pages en papier à signer à la main. 2 fois. Exactement. Alors pour la première fois cette année, en 2018, on a les premiers contrats signables online. Oh. Ouais, c'est la révolution. Nos partenaires français nous présentent ça comme un truc, mais c'est révolutionnaire. Et ça, c'est quoi? C'est un problème qui est côté français, qui sont encore un peu old school, on va dire, ou C'est un problème légal, c'est-à-dire que derrière il y a un notaire qui lui a besoin de voir le papier. Quand tu as déjà rencontré un notaire, tu te rends compte que ce n'est pas la profession la plus progressiste. Alors il y en a, on en a des bons, mais pas tous. Et puis de toute façon, derrière, il y a un cadre légal qui est difficile à changer.
Et en gros, là, tu es obligé de faut un passer contrat par du papier. papier. Voilà. Et du coup, alors pour revenir, je t'ai coupé dans ton marketing. Qu'est-ce que tu fais online aujourd'hui? Quelles sont les solutions que tu utilises pour te faire connaître? Alors, on donne beaucoup d'infos, beaucoup de contenu. Les gens qui nous regardent, les gens qui sont intéressés par ce qu'on fait sont plutôt dans des positions assez seniors. Donc, on n'est pas trop dans le viral encore. On en fait un peu, mais on se rend compte quand on analyse les analytics de ce que font les gens, et de quel âge ils ont, etc. On est plutôt dans le truc à l'ancienne. Alors, à l'ancienne version Internet. Ouais. Et donc, notre principal aujourd'hui outil, c'est quand même l'email. Donc la newsletter. Ouais. Ok. Ça, c'est très important parce qu'en plus, on est sur du contenu. Donc, les gens vont le lire. Et c'est des articles un peu techniques. Donc, il faut un peu de temps. Et donc, on voit bien que. On se les garder peut-être, Voilà, ils vont les lire plus exactement. tard. Et ils Parce vont que le vous lire êtes obligé sur de un les PC. éduquer, en fait. C'est ça. Exactement. Vous êtes obligé de les éduquer. Et donc, ils vont lire ça sur un PC et pas sur un téléphone mobile, ou ils vont le lire sur Ok. le mobile et sur le PC. D'accord. Donc ça, c'était la newsletter. Alors, évidemment, on s'étend tous les médias sociaux possibles. Ouais. LinkedIn. LinkedIn, très intéressant dans notre domaine d'ailleurs. Facebook. Et puis, on a fait comme tout le monde. On a démarré une plateforme WeChat l'année dernière. D'accord. Qu'on a. Mais en gros, on est assez basique en fait. Ce qu'on veut, c'est que les gens commencent à lire nos newsletters. Et on sait très bien que on est sur un domaine qui est relativement complexe, qui va demander beaucoup d'explications. Donc ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où une personne commence à lire nos newsletters de façon régulière, il y a un moment ou un autre, ils vont nous appeler. Ou alors ils vont pas nous appeler, mais ils vont faire sans nous. Mais en tout D'accord. cas, C'est qu'ils sont en train d'y réfléchir, en tout cas. Voilà. C'est sûr. Et on va donner de l'info pour les éduquer. Mais c'est pas une mauvaise chose. Donc du coup, est-ce que aujourd'hui tu as réussi dans ta communication à faire en sorte que justement les gens, tu les touches via tout ce contenu, ou est-ce que tu es encore dans une démarche très active où toi tu y vas et tu vas les chercher, ou aujourd'hui vous avez, enfin l'entrant fait que les gens vous appellent régulièrement et que finalement ça se passe bien? Alors 50% de nos leads sont du lead passif. C'est génial. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Alors, c'est l'inconvénient d'Internet, c'est qu'il m'arrive de recevoir des demandes de leads de Washington, Fidji, etc. Et que pour l'instant, on n'est pas capable de les traiter. On se limite à l'Asie et pas trop loin. Parce que on sait très bien si on prend des gens très loin, on va donner de l'info, puis après ils vont faire tout seuls parce qu'on est trop loin pour aller les rencontrer. Bien sûr. Mais ouais, on est sur un modèle où de plus en plus de gens viennent vers nous. Et puis, on est comme tout le monde, on s'améliore sur notre communication. Bien sûr, ouais. Et donc, on fait des trucs qui marchent de mieux en mieux. Mais surtout, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que le côté lead entrant est intéressant. Mais en fait, il sert aussi à nous aider quand on prend notre bâton de pèlerin, quand on veut rencontrer des gens. Et une de mes grandes fiertés aujourd'hui, c'est qu'à Shanghai, parce que tout le monde connaît Expatrimo. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, vous avez C'était fait pas un gros gagné. travail. Voilà, c'était pas gagné. Et pour nous, c'est très important parce que la plupart des gens sont mariés, donc ils achètent en couple. Et on est face à deux personnes qui, en général, sont dans des cercles d'amis très différents. Donc il y a celui ou celle qui travaille, qui est en déplacement fréquent, dans un environnement très international, mais multinational, avec des collègues anglais, français, allemands, etc., etc. Et on a de l'autre côté celui ou celle qui reste plus à la maison et qui en général s'occupe des enfants. Et tu dis un réseau plus centre-ville en fait. Avec Plus centre, en tous les cas plus là où ils habitent, Ok. parce qu'ils peuvent habiter. Donc Shanghai, plus local, plus centré autour de la famille, et donc ils ne rencontrent pas les mêmes gens. Et donc tout notre marketing a un seul but. C'est le jour où on rencontre l'un ou l'autre, parce qu'on est forcément amené par l'un ou l'autre, c'est que quand monsieur ou madame rentre chez lui et dit à son conjoint ou sa conjointe, écoute, on va rencontrer Expatrimo, il faut que la personne qui entend ça ait déjà entendu parler. Ouais, ça rassure. Voilà. Ça- Et ah bah il va oui. accepter de prendre un peu de temps pour le faire. Et à partir du moment où on rentre là-dedans, là on peut avoir les deux. Et pour nous, c'est essentiel. Est-ce que c'est aujourd'hui difficile de clore une vente? On est sur des projets qui sont très compliqués. Comme tu dis, vous êtes obligé de donner beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a encore un peu de frustration où vous vous rendez compte que on donne beaucoup et le taux de transformation, est-ce qu'aujourd'hui il est bon? Est-ce que les gens sont déjà qualifiés en amont selon toi?
Alors on fait beaucoup d'éducation et on se rend compte que de plus en plus les gens qui viennent nous voir ont l'information, soit par nous, soit par quelqu'un d'autre. Ouais. Même si, en fait, beaucoup de ces gens-là sont des gens qu'on connaît depuis longtemps et qu'on a mis longtemps à éduquer. Mais on voit bien que de plus en plus les gens savent. Bon, peut-être qu'aussi on est de meilleur en meilleur à éduquer les gens quand on les rencontre et qu'ils n'ont jamais entendu parler. C'est difficile à faire. Mais c'est la problématique quand on se lance tout seul, enfin pas tout seul, mais disons dans un environnement ou dans une industrie où il n'y a pas encore vraiment de concurrence. Vous êtes un peu les premiers et donc vous avez ce problème de first mover où vous êtes obligé d'éduquer tout le monde et que si demain il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, il va bénéficier du travail que vous avez fait aussi, malheureusement, quoi. Oui et non, parce que en fait on voit bien que c'est comme dans tous les business, plus on parle de ce qu'on fait, en général, pas seulement nous, plus les gens sont éduqués, plus ils sont intéressés. Non, puis de toute façon c'est les succès que vous avez eu, c'est-à-dire que tous les clients qui ont été satisfaits en parlent autour d'eux. La relation que vous avez, parce que vous passez beaucoup de temps, encore une fois, à éduquer, mais du coup vous passez aussi beaucoup de temps avec tous vos clients. Enfin, ça se fait pas en un seul rendez-vous, ça se fait avec des heures de rendez-vous, certainement. Et du coup, tout ça crée un environnement avec un vrai service, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus, on a des gens qui rachètent. Ah, ok. Donc on a 2 ou 3 clients, alors après c'est une question de moyens, mais c'est sûr, qui ont fait 5 ou 6 achats immobiliers avec nous. En gros, un par an. Alors, c'est pas tout le monde, et encore une fois, il faut en avoir les moyens. Mais aujourd'hui, ça fait 5-6 ans qu'on existe, on a pas mal de gens qui ont fait un investissement avec nous il y a 3-4 ans, et qui aujourd'hui reviennent en disant je veux faire le suivant. D'accord. Ça c'est une bonne chose. Très bien pour nous. Alors tout à l'heure tu disais, on a beaucoup parlé des étrangers, mais tu parlais que tu avais aussi un bon côté avec des clients chinois. Comment est-ce que les clients chinois sont venus à toi? Vous avez fait un travail particulier, tu disais au niveau marketing, mais c'est une approche complètement différente aujourd'hui. C'est totalement différent. Tu as quelqu'un dédié dans ton équipe qui s'occupe de ça ou finalement c'est de l'opportunité? Alors, on a aujourd'hui quelqu'un de dédié, mais c'est pas des gens en interne. D'accord, des partenaires. On a des partenaires qui nous amènent. Parce que, et ça c'est très important. En fait, ça fait 15 ans que je suis en Chine, j'ai un niveau de chinois raisonnable, je suis capable d'abord d'expliquer ce que je fais en chinois, mais au final quand même, on se rend compte que il va falloir à un moment qu'il y ait un chinois de notre côté dans la boucle. Sinon... Il y a ce côté relationnel qui est hyper important. Ce que vous avez créé du côté français, comme tu l'expliquais, avec les conjoints, etc. Exactement. Côté chinois, c'est exactement pareil. Si tu traduis simplement une brochure, ça suffit pas. Exactement. Et donc, en fait, on a des gens avec lesquels on travaille, qui sont pas en interne, mais qui, eux, ont des réseaux très intéressants et vont nous permettre, vont nous amener les clients. D'accord. Et vont aussi servir de filtre, parce qu'une des choses très importantes, mais je pense que toi tu le vois aussi, c'est que nos amis chinois sont toujours très intéressés par énormément de choses. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour avoir de l'info. Pas forcément dans un but de faire, mais ils sont toujours très intéressés par avoir de l'info. Ils sont curieux. En fait, ils sont en train de travailler sur plein de projets différents. Exactement. Et puis, ça serait une opportunité de plus. En fait. Exactement. Mais moi, je suis très content de ça, mais mon job, c'est pas d'éduquer plein de gens qui vont aller acheter ailleurs ou pas, ou peut-être. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de filtres. Donc il y a des gens qui sont les filtres pour nous. Mais de la même façon, le réseau est très important. Et donc les gens avec lesquels on travaille sont une partie. L'autre partie, c'est très simple. Comme je le disais, nos clients chinois ont un lien avec la France. Et souvent, ils ont un lien avec des Français. Donc en fait, ce sont les amis chinois francophones de nos clients. D'accord. C'est comme ça que le réseau se fait aussi. Et alors c'est intéressant par rapport aux Chinois, et tu expliquais qu'ils ont souvent plein de projets comme ça. Alors moi je suis dans un monde, aujourd'hui je travaille beaucoup avec des startups, des investissements, des investisseurs privés aussi de plus en plus. Et aujourd'hui c'est une question qui me revient assez régulièrement, c'est que travaillant sur un projet entrepreneurial complètement différent, quelqu'un a 10 € à dépenser. Pour se divertir, il a accès à plein de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle, et donc l'étude de marché, elle se fait là-dessus. C'est pas simplement 10 € qu'il va aller dépenser au Starbucks, c'est 10 € qu'il va aller dépenser au cinéma ou plein d'autres choses pour s'occuper sur les 2 heures de l'après-midi qui lui vient. Aujourd'hui, dans l'investissement à plus long terme, dans l'étape de vie, etc. Comme tu le disais, il y a des gens qui ont fait plusieurs investissements, ils ont déjà acheté un appartement ou 2 ou autre. Celui qui veut investir dans un appartement, à ton avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a d'autre en fait? S'il n'achetait pas un appartement, quand il va mettre
100 000 euros dans un projet immobilier, je dis n'importe quoi. Est-ce que tu penses qu'il est en train de réfléchir à d'autres projets qui ne sont pas forcément immobiliers aujourd'hui? Alors déjà, il va réfléchir éventuellement à d'autres projets immobiliers ailleurs. Ok, donc ça c'est la première chose. Et après, effectivement, on voit bien, et ça c'est typiquement l'environnement Asie, c'est des gens qui nous disent mais en fait je vais mettre mon argent dans des entreprises privées. C'est un peu là-dessus que je voulais aller, quoi. Voilà. Je me dis ça existe de plus en plus. En même temps, il faut quand même bien garder en tête que même si l'économie en Asie croît de façon très importante, le risque sur une entreprise privée est aussi très important. Ouais, c'est clair. Et donc, en général, il vaut mieux éviter de miser sa retraite sur une société qui pourrait nous faire devenir millionnaire ou pas du tout. Ouais. Ou sur des bitcoins. Alors, le Bitcoin, c'est marrant, mais depuis que le Bitcoin baisse, on en parle un peu moins. Ah, c'est sûr, ça c'est certain. Voilà, donc après ça c'est la diversification, mais on a aussi d'ailleurs des placements de pure diversification, c'est-à-dire que notre core business c'est l'immobilier, la préparation de la retraite, génération de rente, etc. Mais on a des trucs plus marrants. Par exemple, on a alors ça c'est plutôt pour des gens un peu fortunés, mais on est capable de vendre ce qu'on appelle des groupements fonciers viticoles, où là on achète des parts dans de la terre viticole exploitée par un vigneron, et dont le bénéfice sera payable en bouteilles. Excellent. Et en fait, la raison pour laquelle on achète, c'est pas pour les bouteilles, même si c'est un côté marrant, c'est que nous on est spécialisé sur les très grands crus. D'accord. Et on voit très bien que la demande de vin de très grands crus augmente d'année en année, que les prix des bouteilles augmentent. Alors ils sont beaucoup montés puis ils sont redescendus, mais quand même la traîne est longue. Et on pense que là-dessus il y a des coûts à faire. Par contre, c'est très très long terme, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de 25 ans. D'accord, ok. Et ça, c'est sûr que c'est des projets, par exemple, ça pareil, je ne connaissais pas. Et ça, c'est sûr que c'est des projets qui peuvent intéresser tout un tas de patrons français qui sont basés en Chine, qui justement ont un petit peu ce côté entrepreneurial et qui se disent, bon, bah, plutôt que d'investir dans du mur, dans des pierres simples, une maison, un appartement, et ben d'investir dans un business qui est quand même lié à de l'immobilier et en plus au vin, c'est quelque chose qui peut être un peu sympa. En général, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. D'accord, ok. Ils vont passer par un, puis ensuite ils vont aller sur l'autre. Mais après, c'est de la même chose que des gens peuvent acheter des tableaux. Je connais des gens qui sont fous d'art contemporain chinois et qui prennent les galeries. C'est le même principe. C'est de la diversification, c'est-à-dire que j'ai assis la partie avec peu de risques et avec du retour intéressant, mais long terme, avec du crédit immobilier. Et puis, qu'est-ce que je fais de la suite? Et effectivement, il y a des gens qui vont refaire une opération, une deuxième, troisième, quatrième opération. Puis il y a des gens qui, au bout d'un certain temps, vont dire qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bien sûr. Et là, oui, bien sûr, on aura des idées, mais là, on rentre dans un champ beaucoup plus large où effectivement, on rajoute le Bitcoin, on rajoute les tableaux d'artistes chinois dont le prix valait rien il y a 20 ans et qui aujourd'hui valent des millions. On dit qu'on est le bon. On rajoute aussi la baraque en Thaïlande, maison en Thaïlande, qui est plutôt un lieu de villégiature et pas forcément de l'investissement, mais qui est aussi très agréable. Il ne faut pas faire qu'investir, il faut aussi dépenser. Moi, je suis bourguignon d'origine, de Gevrey-Chambertin, donc la dépense en grand cru, je comprends assez bien le truc. Je suis d'ailleurs pas, c'est très bon parce que autant la terre agricole, je pense qu'il y a un vrai potentiel, autant le vin, c'est fait pour être bu à un moment ou à un autre. Et l'inflation de bouteilles de collection qui se revendent entre traders, ça commence à être compliqué. Ouais, je pense que c'est un peu comme tout, quoi. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui achètent ça sans appréciation du produit, juste pour faire de la diversification et spéculer. C'est pas le seul domaine sur lesquels tout d'un coup des choses qui étaient plutôt de l'artisanat deviennent un truc sur lequel des gens spéculent à mort. Ça reste un micro-marché et heureusement il y en a plein. Il y a plein de bons vins sur lesquels il n'y a pas encore de spéculation. Heureusement. Alors justement pour finir sur les conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui veulent se lancer en Chine, on a vu qu'il y a eu des difficultés. Qu'est-ce que toi tu recommanderais aujourd'hui? Quels sont les points? En fait, la question que je pose toujours, c'est quel est le conseil que tu aurais aimé avoir quand tu es arrivé, qu'on t'a peut-être pas dit quand tu as commencé? Alors il y en a plusieurs. Déjà.
Et oui, donc là, il se passe quelque chose. On est en 2018 et j'utilise un enregistreur qui a besoin de piles et j'ai plus de piles. Donc, je vais courir récupérer des piles. Pendant ce temps-là, Hugues patiente, se fait un petit café et on reprend l'interview exactement là où on l'a laissé. Donc, il n'y a rien de perdu. On continue. Alors, bon, on va reprendre par rapport à où on a laissé pour ce petit problème de batterie. Okay. Donc en fait, l'idée c'était d'essayer de partager maintenant avec les entrepreneurs, essayer de réfléchir un petit peu à toi les conseils que tu aurais aimé avoir avant que tu te lances dans l'aventure et tu te dis si j'avais su ça avant, peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Ça veut pas dire de ne pas les avoir faites, mais peut-être différemment. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais qu'un entrepreneur qui va se lancer demain puisse apprendre de toi aujourd'hui, se dire voilà, ça c'est le conseil, moi on me l'a pas dit, j'aimerais bien que toi tu l'aies. Alors j'en ai plusieurs. Déjà, Expatrimo, c'était pas ma première boîte. Ok, ouais. Il y a eu des plâtres essuyés dans d'autres secteurs. Et dans d'autres pays aussi? Est-ce que tu avais lancé d'autres boîtes? J'avais lancé une boîte en Hongrie avant. Donc je pense qu'Expatrimo, c'est la 5e boîte ou activité, etc. Il y en a eu certaines qui ont très bien marché, il y en a eu d'autres qui n'ont jamais marché. Il faut être persévérant, quoi. Il faut être persévérant et il vaut mieux, en fait, démarrer un side project avec des gens et un petit peu de sous, qui soit pas son business et toute sa vie, comme phase d'apprentissage, c'est pas mal. Donc, si j'ai un truc à retenir, c'est l'idée de l'entrepreneur qui a mis tout son argent et toute sa vie dans sa boîte et qui est devenu milliardaire au premier coup. Ouais. Il y en a pas beaucoup, d'accord. Et donc en général, ce dont on se rend compte, c'est que les gens qui sont entrepreneurs et qui marchent, c'est pas leur première boîte, c'est pas leur première activité. Et puis l'autre chose, c'est il faut mieux, à mon avis, aller sur un marché qu'on connaît, avec une idée novatrice, mais au moins avoir une idée du marché, parce que nouveau marché sur un secteur que je ne connais pas, dans un pays que je connais pas bien. Et sans les fonds, c'est tendu. Alors là, ça peut marcher, hein, mais c'est quand même la garantie d'une vie difficile pendant quelques années. Je trouve que c'est un problème qu'on voit souvent en Chine, c'est que des gens se lancent dans une aventure entrepreneuriale ici, dans un projet de vie, et ils baissent leur garde en fait, d'une certaine manière. En France, ils l'auraient jamais fait en fait. Sur leur marché, ils l'auraient jamais fait. Et ici, dans un environnement où ils ne connaissent rien, ils y vont quand même, quoi. Ouais, c'est de la méconnaissance. Ils ont l'impression que c'est plus facile. Et aussi, il y a le côté en Chine, tout est possible. Pas faux. Ouais. Il y a un côté, j'ai vu des gens arriver avec rien et ils m'ont expliqué qu'ils ont tout réussi et que c'était pas si dur, etc. Je pense que l'entrepreneuriat partout dans le monde, c'est très dur. En Chine, il y a le côté en plus market qui est très différent de ce qu'on attend. Environnement légal complexe et changeant, et langue. Donc je pense qu'en Chine, c'est pas plus facile qu'ailleurs, c'est même plutôt plus dur. Toi, aujourd'hui, on l'a vu, hein, tu as arrivé à un certain niveau de succès, on va dire. En tout cas, tu es très connu, comme tu dis. Mais justement, et je viens de voir ta tête, c'est exactement ma question, c'est de te dire, bon, bah, ok, tout le monde me connaît, mais maintenant, est-ce qu'on considère que la boîte, elle tourne et qu'on est à un bon niveau et que tout le monde se paye bien et tout va bien, ou non, il y a encore vraiment beaucoup de boulot? Alors déjà... Pas dans le développement, je veux dire, mais juste pour arriver à un break-even safe, tu vois, où on se dit... Ouais, ça nous a pris 2-3 ans d'avoir un break-even safe. D'accord. C'est très clair. Et d'avoir, que ce soit plus un problème. D'accord. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est une priorité. C'est-à-dire que je pense qu'en entrepreneuriat, si on est sur un business et on n'est pas capable d'en vivre sur une dimension assez rapide au niveau de temps, il faut sérieusement se poser des questions. Ouais. Parce que certains persévèrent un peu trop longtemps dans une mauvaise direction, peut-être. Oui, je pense que ça charme, quoi. Le succès final, c'est plein de petits succès. Et donc, si déjà on arrive à avoir une activité qui est à peu près sustainable, que j'en vis à peu près tous les jours et que j'arrive à au moins avoir ce stade-là, c'est déjà beaucoup en fait. Il y a plein de boîtes qui n'atteignent jamais. Ouais, c'est clair. Il y a plein d'entrepreneurs qui n'arrivent jamais à ça. Et évidemment, quand on parle à ces potes qui sont employés, oui, ils ont leur salaire qui tombe tous les mois et ils gagnent plus, etc. Mais déjà, pour un entrepreneur, arriver à en vivre de façon stable, c'est déjà pas mal.
C'est déjà un petit succès en soi. Exactement. Et ensuite, à partir de là, on peut arriver à faire. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont notamment dans les choses liées à la tech, où ils vont faire des choses sur Internet, etc. Et là où on a un effet multiplicateur complètement incroyable. Et c'est vrai que ça peut être un bon secteur pour se lancer. Et c'est des secteurs sur lesquels on peut passer de zero to hero. Alors, entièrement d'accord. Mais on peut passer de 0 à 0. Hein. Mais c'est ça, parce qu'en fait, dans la tech, il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, bon, bah, alors pendant 1 an ou 2, on va pas se payer, on va pas gagner d'argent parce qu'on a un business model qui n'a pas de business model à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne charge rien aux clients, et on verra plus tard si on fait une levée de fonds. Mais si tu veux, on est sur quelque chose qui, je pense, ça c'était très très vrai il y a quelques années, un petit peu, au début on parlait de cette bulle Internet de l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un autre niveau de maturité où les gens ont un peu plus conscience de ça et ils vont essayer de gagner de l'argent dès le début. Mais dans les entrepreneurs qu'on rencontre, enfin toi t'en rencontres aussi tous les jours, il y en a plein qui s'acharnent dans les directions où tu dis non, il vaudrait mieux que tu te plantes maintenant. Oui, ça va faire mal, c'est vrai, mais au moins ça va te servir pour la suite, quoi. Oui, il y a un côté, ça fait tellement de temps que je travaille dessus que je vais pas arrêter. Et ben alors l'autre conseil qui est très important, c'est il faut avoir des extérieurs. C'est-à-dire que l'entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui se dit tous les matins en se levant, ça va marcher. Okay. Et donc, il faut avoir des regards d'extérieur, de gens pas forcément, et surtout probablement pas dans son business, mais qui vont être capables, à un moment ou à un autre, de te dire, non, ça c'est pas bon, ça faut pas faire. Un peu plus critique, moins impliqué dans le business en fait aussi. Et c'est souvent des gens plus assis, souvent des gens plus seniors. Et il faut arriver à s'entourer de gens qui vont dire non mais il faut pas faire ça. T'as eu des gens qui t'ont dit ça à un moment et qui t'ont dit arrête, t'en fais trop, ça va trop loin, t'y arriveras pas? Non, c'est une des choses qu'on n'a pas fait, que j'ai pas fait sur ce business-là. Par contre, il y a une chose très importante, c'est que sur ce business-là, on est 2. Ouais. Et moi, j'ai des amis qui ont monté des sociétés tout seuls. J'avoue que je suis très admiratif parce que je pense que tout seul, j'aurais jamais réussi. D'ailleurs, j'ai dit que j'avais monté 5 sociétés. Ça a toujours été une rencontre et ça a toujours été 2 personnes. Pour moi, il serait très difficile de monter un business tout seul. Et par contre, c'est plus dur d'avoir. Est-ce qu'il faut trouver le bon partenaire? C'est ça la question clé. Mais si on l'a, à mon avis, c'est beaucoup plus important. Et notamment, entre partenariats, c'est des hauts et des bas. Le jour où on a un bas, en général, quand on est 2, il y en a toujours un qui est encore haut. C'est ça. Quand il y en a un qui est un peu démotivé, qui est un peu fatigué, il y a l'autre qui est là pour prendre la barre. Exactement. Et c'est ça le rôle le plus important du partenaire. Puis vous complétez, c'est-à-dire que tous les 2, vous n'êtes pas bons en marketing, en compta, en recrutement ou en management. Enfin, exactement. Pareil, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et donc il faut le choix. Moi je pense qu'il vaut mieux faire un business à plusieurs. Et encore une fois, j'ai des amis qui ont monté leur business tout seul. Je suis très admiratif. Moi, je saurais pas. Mais c'est aussi des gens qui savent peu partager aussi peut-être parfois, qui ont du mal à laisser la barre justement. Oui, c'est pas le même. Et alors, si on est avec des partenaires, les partenaires sont absolument cruciaux. Et alors, le truc que je pense est fondamental et l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'évidemment, on s'associe toujours avec ses potes. Ouais, c'est vrai. Et son partenaire, il faut pas le choisir parce que c'est mon pote. Il faut le choisir parce que je peux travailler avec lui tous les jours, ce qui est très différent. Et deuxièmement, il faut qu'il apporte quelque chose que moi j'ai pas. Et souvent, quand on s'associe avec des potes, on est souvent potes un peu avec les mêmes gens. Et donc, au lieu de se retrouver avec un groupe de 2, 3, 4 personnes qui apportent des choses différentes, on se retrouve avec 2 ou 3 à 4 personnes. Et c'est des choses que je vois, que j'ai pas fait trop moi-même, enfin, en tous les cas pas sur Expatrimo, mais on se retrouve avec des gens on est tous un peu pareils. Ouais. Donc on apporte les mêmes compétences, on est tous hype dans le même moment, et puis alors quand ça va moins bien, on est tous dans le même moment. J'ai vécu ça, enfin on se connaît depuis très longtemps, donc du coup tu m'as connu dans mes premières aventures aussi avec Next Step et le début, et avec mon partenaire Joe Constanti, avec Joseph, on est exactement les mêmes personnes. Donc en fait on est sur des grands plans, on peut vendre n'importe quoi, mais on n'est pas des commerciaux non plus. Et donc du coup on avait ce problème où tu avais raison, c'est exactement ça, c'est quand on était tout allait bien, on marchait sur l'eau, on l'était en même temps, mais quand ça allait pas et qu'on déprimait, c'est pareil, c'était en même temps, quoi. Et ça a été la vraie mauvaise décision. Enfin,
c'est ce qu'on s'est toujours dit, il faut pas qu'on travaille ensemble, ou en tout cas pas que tous les deux, quoi. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs autour de nous, parce que sinon... Et par exemple, mon associé Vincent Leroy, on a des personnalités très différentes. On s'entend très bien, on a une vraie confiance, mais on voit pas la société exactement de la même façon. C'est-à-dire en fait, on est unis dans le même but, c'est-à-dire offrir des solutions d'investissement à des expatriés français en Asie. Ça, oui, c'est clair. Mais alors après, comment on y arrive et qu'est-ce qu'on apporte, c'est totalement différent. C'est marrant. On est vraiment et on a des personnalités très différentes et très complémentaires. Et d'ailleurs, la meilleure façon de le voir, c'est que ça fait 6 ans que ça tourne. Ouais, voilà, c'est ça. Et le meilleur ça a l'air test, fonctionné. Donc, et le meilleur test, il est là. Et au départ, quand on s'est associés, on n'était pas particulièrement potes. Mais par contre, c'est probablement la meilleure association que j'ai faite. Ouais. C'est que vous aviez chacun, j'imagine, beaucoup de respect pour l'autre. Voilà. Une bonne compréhension des capacités de chacun et des limites. Et des limites. Et de ses propres limites. Et voilà, c'est surtout ça, je pense. De se dire, moi, je suis pas bon là-dessus, lui, il est bon, ça va m'aider, quoi. Ça va voilà. Exactement. Et c'est ça qu'on fait. Et je pense que paradoxalement, c'est un truc qu'il est difficile à faire quand on est très jeune. Ouais. Parce que ça demande un peu d'expérience, un peu d'avoir conscience de ses propres limites. Et aussi qu'il n'est pas forcément facile de s'associer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, c'est sûr. Mais qu'on va juger sur ses capacités et les choses qu'il apporte dans le business. Et effectivement, toujours les entrepreneurs, souvent, c'est au départ une association de potes. Ouais. Parce que pour lancer une idée, avec qui on partage son idée, avec des potes, avec son entourage. Si eux, ils trouvent que l'idée est bonne, ils vont se mettre dedans. Ouais. C'est la facilité aussi. Le problème, c'est quand ça va mal, en fait. C'est le jour où ça va mal, c'est compliqué de dire, désolé. Ça va pas être possible, quoi. Exactement. Et j'ai monté des sociétés avec des amis autrefois, et il y en a avec lesquels on a fini par arrêter la coopération, mais on est toujours potes. Il y en a avec lesquels ça s'est très mal passé. Mais c'est un grand classique, je veux dire, c'est pas. Donc attention à ça. Ça me. C'est très dur de trouver le bon partenaire, mais en même temps, c'est une très grande force. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a dans les entrepreneurs que je rencontre, il y a beaucoup de gens qui ont une très bonne idée, mais qui ont une limite. Alors, soit ils ont besoin d'un côté technologique et ils savent pas faire, soit au contraire, ils sont très bons en techno, mais pas du tout en management ou quoi que ce soit. Et en fait, ils sont à la recherche de partenaires. Et aujourd'hui, de trouver un partenaire, on le trouve pas comme ça sous une pierre, quoi. C'est quand même très compliqué. Ça demande un peu de relation. Et malheureusement, c'est pas comme si tu allais à People Square et tu as le marché aux maris ou aux femmes. Et là, tu te dis. D'ailleurs, ce serait peut-être marrant. D'ailleurs, une sorte de job fair où en gros, tu es à la recherche de partenaires potentiels, de gens qui cherchent. Je pense que la sélection, elle doit se passer un peu comme. C'est comme un recrutement, quoi. C'est en gros. Sûr. Et de la même façon qu'un recrutement, d'employés. Personne ne viendra me demander de travailler pour moi s'il n'a pas entendu dire que je cherchais des gens, en général. Ok, oui. Et il faut avoir quand même au départ une bonne idée de ce qu'on cherche. Et donc ça veut dire que quand on cherche un partenaire, il faut avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va apporter. C'est comme un recrutement, tu as raison. C'est comme un recrutement. Les bonnes valeurs, la bonne vision. Les bonnes valeurs, la bonne vision, et puis après, qu'est-ce qu'il apporte dans le panier, que ce soit de l'argent, du relationnel, de la technologie, etc. Est-ce que du coup, avec ton partenaire aujourd'hui, vous êtes combien dans votre équipe aujourd'hui ? On est 7 personnes. 7 personnes. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez chacun vos... 7 personnes, sachant qu'une bonne partie des choses sont outsourcées à des partenaires en France. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez une liste très claire de moi je suis en charge du marketing, du commercial et je sais pas quoi, et lui il est en charge d'autres choses. Enfin, c'est très clair. Oui, c'est très clair. Ouais. C'est très clair, sachant que l'autre a le droit d'avoir une opinion dessus, mais que c'est celui qui est en charge qui décide à la fin. Executive decision. Voilà, totalement. Moi je suis en charge de la partie commerciale, mon associé aussi. Par contre, on est séparés moi je suis en charge plutôt de la partie marketing, développement des offres, expansion internationale, et ça veut dire que je vais être moteur là-dessus, et lui il est moteur sur l'autre côté, qui est la partie
back-office, gestion de la relation des partenariats en France, etc. Et c'est quelque chose que vous avez mis en place tout de suite, ou c'est finalement au début, vous partagez un petit peu toutes les idées, et puis petit à petit, en fait, la boîte grandissant, vous vous êtes dit, non, ça, toi, t'as pas besoin d'avoir ton mot sur le marketing parce qu'on va pas y arriver sinon. Et en fait, c'était ce qu'on amenait dès le départ. C'est-à-dire que moi, j'amenais les clients. Donc, j'amenais la relation avec les clients. Et en plus, tout ce qui est marketing digital m'intéressait personnellement. J'ai pas mal expérimenté avec mon blog perso, en fait, qui a été surtout une grosse boîte à outils pour voir comment ça marchait. Il y a 5-10 ans, mon blog, il a 12 ans, donc il y a 12 ans, il est pas... T'as un blog, rappelle-moi l'adresse. Alors, c'est shanghailander.net. Voilà, où tu parles de l'histoire. Voilà, je parle de l'histoire de Shanghai et ça a été aussi une espèce d'expérimentation. Alors moi, je suis un vieux de la vieille et il y a 20 ans, j'avais mon propre site web, je savais programmer du HTML et tout. Ce qu'à l'époque, pour les gens de ma génération, était vraiment assez rare, quoi. Ouais. Mais c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Donc, marketing, vente, tout ce cluster-là, c'est pour moi. Et développement international parce que j'ai du réseau en Asie. Et donc, lui, il est arrivé, il avait le relationnel avec les gens en France, la connaissance des procédures, etc. Donc, naturellement, c'est sa partie. Ouais. Et ça l'est toujours. Mais la société ne fonctionnerait pas si on n'avait pas les deux. Si vous n'avez pas ça. Alors, c'est marrant, je te pose ça parce que du coup, ça me sert à moi aussi, parce qu'on est sur un des projets qui a été lancé récemment. On vient de faire une joint venture avec une autre équipe. Et c'est vrai qu'on a ce problème-là. De quoi tu parles. Voilà. Et donc, du coup, cette nouvelle équipe fait que, avant, eux étaient dirigeants et étaient le capitaine de leur bateau. Nous, on était capitaine de notre bateau. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 2 personnes dans le marketing, 2 personnes dans les achats. Et finalement, on se rend compte que si on commence à dire, tiens, on fait telle communication et que tout le monde doit avoir son mot, ou alors on va acheter tel produit et tout le monde doit avoir son nom, on se rend compte que les décisions, elles mettent 48 heures à être prises, alors qu'avant, en 20 minutes, c'était fait, quoi. Et donc ça, c'est le genre de choses où on en est arrivé à un point où après déjà plusieurs semaines, presque 2 mois de collaboration, on se rend compte qu'on peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on définisse chacun les rôles parce que sinon ça va prendre trop de temps à prendre des décisions. Surtout que si je ne m'abuse, tu l'as fait avec des gens que tu connaissais déjà. Ouais. C'est pas un truc où vous venez de vous rencontrer en plus. Non, c'est des gens avec qui on parle de ce genre de business depuis des années et en fait c'est sûr que c'est plus compliqué parce que on est tous très complémentaires, mais on est à certains niveaux, certains font un peu doublon. Et donc, s'il y en a un qui a un aspect un peu design et que l'autre aussi a un aspect design, forcément, les couleurs, la manière de faire le branding, en plus, je trouve dans le design et dans les apparences, c'est le moment où tout le monde a son avis, en fait. Tout le monde a un avis. Moi, je veux pas du rouge, je veux du rose. Je veux pas du rose, je veux du bleu. Et on va jamais y arriver, en fait. Il faut qu'il y en ait, dans un team comme ça, même si on est 2, il faut qu'il y en ait un qui ait le droit de dire, OK, ça sera comme ça. Ouais. Et si vraiment t'as un problème avec ça, dis-le moi. Mais autrement, c'est moi qui décide. Je suis assez d'accord. Donc ça, c'était excellent point. Pour finir, parce que ça, je ne vais pas prendre plus de ton temps non plus, mais pour finir, en fait, moi, ce qui m'intéresse, alors tu as passé 15 ans en Chine, 25 ans à l'étranger. Il va y avoir un après Shanghai ou tu sais pas trop Alors ça, c'est une très bonne question. Tu vas partir dans ta Bourgogne natale. Alors, c'est marrant parce que la plupart des gens que je rencontre ici, Shanghai, ça a été la première expatriation. Ok, ouais. Alors, pas dans les gens qui sont dans les entrepreneurs. Dans les gens qui sont arrivés, c'est des gens qui ont aujourd'hui 35-40, qui sont arrivés il y a 10 ans ou un peu moins, et pour qui Shanghai, c'est le truc dans lequel ils ont développé leur vie. Alors ça l'est pour moi aussi, mais c'est pas le premier. Ouais. Et donc, l'après Shanghai, chaque fois que j'entends des gens qui s'interrogent sur l'après Shanghai, qui est une question qu'on entendait assez peu il y a 4-5 ans, mais qui pour un certain nombre de raisons aujourd'hui résonne parmi notamment les gens qui sont là depuis longtemps. C'est vrai. Ben, je l'ai déjà entendu parce que moi il y avait l'après Budapest. Ouais, d'accord. Et quand je suis parti de Budapest en 2003, mes potes étaient sidérés. Ouais. Je suis allé, à l'époque j'étais pas entrepreneur, j'étais dans une phase où j'avais été entrepreneur puis j'étais redevenu employé. Je vais voir mon boss et je lui dis je vais partir en Chine. Et là, texto, il m'a dit non mais la Chine c'est un endroit où on va en touriste, on ne fait pas du business. 2003. Ouais. Oui, il n'allait pas le faire. Mais non, il n'allait pas le faire. Et à l'époque, c'était pas la mode. C'est devenu à la mode 2-3 ans après. Ouais, c'est vrai. Donc, alors moi j'ai une théorie là-dessus qui est et qui est plus difficile aujourd'hui à mettre en place, c'est surfing the development wave. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller trouver le prochain marché. Où on aura un cocktail. Et l'Europe centrale c'était ça et la Chine ça l'est aujourd'hui avec de l'économie qui booste, un confort de vie à peu près sympa. Alors
Shanghai de 2018 n'est pas du tout le Shanghai de 2004. C'est sûr. Mais même au Shanghai de 2004, on était un peu aventuré. On arrivait, c'était safe. On pouvait trouver pas tout ce qu'on voulait, mais on arrivait à et le cocktail n'est pas forcément facile à trouver. Et aujourd'hui, moi, j'ai un peu plus de mal à voir où ça sera. Paradoxalement, ça pourrait bien être l'Europe. Ouais, d'autres zones d'Europe. Ouais, voir alors, notamment en termes d'implantation business. Le conseil que je donne à beaucoup de mes amis entrepreneurs qui ont démarré en Asie et qui veulent maintenant se tourner vers l'Europe, et là je suis désolé pour nos amis français, mais et c'est un peu moins vrai depuis quelques mois, mais avant je disais, mais vous voulez me faire une filiale en Europe? Ben, regardez du côté de l'Europe centrale. Ouais. Parce que vous êtes dans l'Union européenne, les coûts sont beaucoup moins élevés, et vous avez des gens qui ont envie de travailler et qui sont multilingues. Et j'ai donné pas mal de conseils de ce genre-là, et j'ai envoyé des amis sur des prestataires, comme on en trouve en Chine, des gens qui montent des sociétés là-bas. D'un point de vue personnel et vie, l'Europe, il y a des coins en Europe de l'Ouest intéressants. On parle beaucoup de Portugal. Il y a un certain nombre d'amis qui sont allés sur loger là-bas. J'y suis allé. Je pense que c'est un peu tôt. Je pense qu'en termes de business, c'est difficile. En termes de qualité de vie, c'est très sympa. Ouais. En termes le niveau de vie, il est encore relativement abordable. Ouais, c'est abordable. Je pense que vivre à Lisbonne, c'est cool. Non, mais on le voit, ça devient une de ces zones, c'est capital pour les nomades digitaux, les freelancers. Ils se mettent Budapest où j'ai habité aussi. À une époque, il y a des gens qui disent, il n'y a pas longtemps, on m'a expliqué que Budapest c'était devenu le nouveau. Alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est devenu le nouveau Berlin. Et qu'en gros, tous les nomades digitaux, artistes, tu vois, cette espèce de conglomérat de gens très mobiles, qui étaient très sur Berlin parce qu'il y avait la culture, des prix pas chers, etc. Ils sont en train de bouger. Et il y en a qui partent à Budapest. Bon, alors il y a un inconvénient à Budapest, il n'y a pas la mer, donc Lisbonne, il y a la mer. Mais c'est vrai que Lisbonne est une destination. On a pas mal parlé de Barcelone aussi. Ça, c'était un peu avant les problèmes politiques, mais bon, ça affecte pas vraiment les gens. Donc plutôt peut-être Europe de l'Ouest. Ça c'est une option. Après il y a l'autre option, c'est Asie, quoi. C'est Asie plus au sud. Et tu vois, quand tu vieillis, t'as pas les mêmes visions. Non, puis attends, si tu repars sur un nouveau marché comme le Portugal ou quoi que ce soit, et que tu dois quand même continuer à travailler, enfin, bien sûr, on n'est pas à la retraite encore. Non. Si on l'est un jour, pour de vrai. Mais en tout cas, d'avoir l'énergie que tu as réussi à mettre il y a 15 ans quand tu es arrivé à Shanghai, de le remettre dans un nouveau marché, déjà d'une, apprendre la langue, te refaire ton réseau, etc. Et de comprendre l'environnement, parce qu'aujourd'hui, après 15 ans, on commence à maîtriser un petit peu l'environnement, et encore un tout petit bout. Donc t'imagines dans les autres pays, c'est un peu le même problème. Ouais, et moi je l'ai fait 2 fois, parce que la Hongrie de 96, quand j'y suis arrivé, les gens parlaient pas l'anglais, donc la langue était très difficile, il a fallu l'apprendre, le système légal était très compliqué, tout était en formation en fait, autant que ça l'était en Chine dans les années jusqu'à 2010 quoi. Je suis pas sûr que je serais prêt aujourd'hui à repartir dans un truc. Mais d'ailleurs, il n'y a pas forcément l'environnement aujourd'hui parce que le système géopolitique est pas tout à fait le même et on est moins dans un truc qui s'ouvre. On voit bien qu'on est dans un monde qui se referme. Les frontières se mettent en place. Un peu, ouais. Donc peut-être l'Europe, c'est pas une mauvaise idée. Je vois moi des gens qui reviennent. C'est marrant, c'est ce dont on parlait avant notre conversation. C'est des gens qui ont réussi à monter un business en Asie se posent dans la question, ou en tous les cas en Chine. L'expansion naturelle, c'est l'Asie autour. Ouais. Mais la deuxième zone d'expansion naturelle, ça pourrait bien être l'Europe. Se réimplanter en Europe. Se réimplanter en Europe, parce que l'Europe a pas mal changé aussi, parce que c'est quand même un marché qu'on a tendance à connaître, et dans lequel on a du réseau encore qu'on a laissé là-bas. C'est sûr. C'est aussi une question à laquelle je réfléchis aussi. Mais parmi les gens qui sont là depuis un certain temps, et pour moi encore une fois ça écho complètement ce que j'ai vécu à Budapest quand je suis parti. Une des raisons pour lesquelles je suis parti de Budapest, c'est que l'économie marchait moins bien, qu'il y avait moins d'opportunités pour les étrangers, et que j'ai vu dans les 2 ans ou 3 ans où je parte, la plupart de mes amis partir aussi. Parce qu'ils avaient des problèmes de visa, parce qu'ils avaient des problèmes de trouver un travail, parce qu'en fait ils étaient en concurrence avec des locaux qui avaient fait leurs études à l'étranger,
qui avaient bossé à l'étranger et qui revenaient, qui parlaient la langue, connaissaient la culture, parlaient l'anglais bien, plus Ça, c'est une marrant, autre ça me langue. parle tout ça là. Ouais, c'est ouais. un peu la tendance Mais c'est d'aujourd'hui en exactement Chine. ça. Ouais, C'est ça. exactement ça. C'est Donc, clair, on est exactement dans ce même type de période, problèmes de visa qui sont de plus en plus compliqués, des talents locaux qui reviennent de l'étranger et qui sont beaucoup plus concurrentiels aussi. Absolument. T'as raison. Absolument. Ouais. Donc la question est où est-ce qu'on va après mais de la même façon qu'en 2004, quand tu étais en Europe de l'Est, quand je regarde mes amis, beaucoup d'entre eux, parce qu'on était très nombreux, on est beaucoup, la majorité sont partis. La majorité de ceux qui sont partis sont rentrés chez eux. D'accord, ils sont partis sur leur pays. Aux US, Ok. Notamment en Angleterre, etc. Ceux qui sont restés avaient un point d'ancrage local, c'est-à-dire en gros, soit ils avaient une boîte locale qui tournait, soit ils avaient un mari ou une femme locale, soit les deux. Ouais. D'accord. Et une poignée d'entre nous sont repartis vers un ailleurs. Eh ben, je pense que c'est un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai réussi, j'ai monté une boîte, j'arrive à la revendre, j'ai du capital, qu'est-ce que j'en fais? J'ai 10 à 15 ans de plus, donc en général j'ai des enfants, etc. Donc les choses sur lesquelles je vais mettre mon attention sont différentes. Tes critères de sélection, en tout cas, ou tes priorités sont complètement différentes. Oui. Je pense qu'après aussi, ça change beaucoup avec l'environnement politique de ton pays. Oui. D'origine. Ah et oui. donc du coup, il y a 4-5 ans, je pense que rentrer en France n'était peut-être pas forcément une option pour beaucoup de gens. Greg, il y a un an. Il y a un an, on va dire. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, selon les domaines où on est. Sans faire de politique, on voit, et même pour nous, notre business, la France est de nouveau un pays qu'on peut regarder. Ah ouais, et puis nous, vivant avec beaucoup d'étrangers ici à Shanghai, on se rend compte de l'image que la France a pu gagner, donc ça change. Mais le problème, c'est que ça va aussi continuer à évoluer en bien, en mal, en mieux, en plus mal, dans les années qui vont venir. Ouais, ça peut continuer sur cette phase-là, c'est très bien, mais on sait aussi que il y a des élections régulièrement, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, voilà. Mais je pense qu'on a sauté en France, on a un changement générationnel. Non, il y a un petit cap. On a eu du bol aussi parce que les autres élections dans d'autres pays sont moins bien passées, ce qui fait qu'aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a bénéficié de ça aussi, j'imagine. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui la France va bien. C'est clair qu'il y a un environnement entrepreneurial qui est beaucoup plus intéressant. Moi-même, j'ai même pensé cette année à repasser quasiment un mois et demi en France, à Paris, pour justement surfer sur cette vague-là et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Alors je l'ai fait pour des raisons personnelles dans les dernières années. Ouais. J'ai passé. C'est vrai que tu as passé beaucoup de temps en France. Ouais. Il a fallu que je passe pas mal de temps en France. Donc j'en ai profité pour regarder ce qui s'y passait. Et il y a des choses vraiment intéressantes. En France et en Europe. Pour moi, c'est l'Europe. C'est un peu tout pareil. Voilà. C'est pas exactement pareil, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et ça vaut le coup de se poser la question, notamment parce que quand même, en général, la qualité de vie est quand même pas mal. Ouais. Et il y a vraiment des opportunités parce que les choses qu'on a appris en Asie, après qu'on ait bien réussi, pas réussi ou très bien réussi, on a tous appris. Ouais. L'expérience accumulée servir. Elle va servir pour le prochain endroit, la prochaine chose. Et je pense qu'en Europe, et parallèlement, tu vois, en Asie du Sud-Est, les choses sont un peu en train de se fermer. Avoir un visa à Singapour, par exemple, c'est compliqué. Ouais. Il y a plusieurs pays d'Asie du Sud-Est qui étaient très attirants il y a une vingtaine d'années pour être des melting pots, par exemple, qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. Donc voilà. Après, c'est une très bonne question. Moi, j'ai des amis qui sont partis en Afrique et qui ont monté leur business en Afrique aussi, avec d'autres difficultés. Mais c'est vrai que c'est relancer les dés, quoi. C'est sûr. Il y en a peut-être qui partiront en Amérique du Sud. Peut-être, qui sait. Mais c'est pareil, tu vois, de recommencer. J'ai beaucoup pensé aussi. Moi, ça fait 12 ans que je suis ici. C'est pareil, on pense à autre chose, mais c'est ce que je me dis. C'est aujourd'hui le réseau qu'on a monté à Shanghai. Est-ce qu'on va pouvoir le remettre en place ailleurs? Aujourd'hui, quand même, avec un coup de WeChat, tu as accès à peu près à n'importe qui, n'importe quoi. C'est quand même relativement simple pour des personnes qui ont passé beaucoup de temps c'est vrai. à aller serrer des paluches à pas mal de gens. C'est ça notre travail ça a été bien sûr. notre travail et notre hobby. Je pense qu'on a toujours eu un gros intérêt à rencontrer des gens.
Mais voilà, donc repartir sur d'autres pays, à voir. Mais en tout cas, c'est intéressant. En fait, on le voit. Moi, c'est un peu la question que je repose à chaque fois à la fin des entretiens, et on le voit que. Alors la France, peut-être. C'est vrai que ça revient, ou en tout cas le pays d'origine, ça revient un peu à la base. Mais passer sur un autre pays, oui, à partir du moment où il y a un environnement qui s'y prête, quoi. Mais tu vois, pour nous, c'est c'est une vraie question de business. Aujourd'hui, on est en fort développement ailleurs qu'en Chine, notamment à Hong Kong avec des partenariats, d'accord. etc. Donc, peut-être de suivre cette tendance-là et de déjà, te rapprocher de tes clients. C'est de s'étendre avec différents modèles, et on n'a pas encore trouvé partout tous les bons partenaires, mais s'étendre sur une zone Asie. Donc pour nous, au-delà de moi et de où je pourrais un jour habiter, il y a un sens économique déjà. En termes économiques, c'est expansion sur l'Asie. Ça, c'est clair. Voilà. Donc du coup, si on devait se revoir dans 2 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se raconte dans 2 ans par rapport à Expatrimo, ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on se dise? Alors, je pense qu'on sera très simple. Si tout va bien, on aura des entités ou des partenariats dans les grosses capitales d'Asie où il y a beaucoup de Français. Voilà. Bon, parfait. Merci beaucoup, Hugues. C'était extrêmement intéressant. Je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures, comme on le fait très régulièrement. Merci beaucoup d'être venu. Je vais repartager tous tes contacts, les informations et les liens de tes sites internet sur l'article en crédit de cet épisode. Et puis, dans 2 ans, alors, pour parler de l'expansion. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà un nouvel épisode qui s'achève. J'espère que si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que celui-ci vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien dites-le moi, laissez-moi des commentaires et des likes, et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées comme iTunes, SoundCloud ou Stitcher pour les utilisateurs d'Android. Dans l'attente du prochain épisode, je vous invite également à en parler autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, et puis dites-leur que Backstage, c'est maintenant toutes les semaines. Donc rendez-vous mercredi prochain sans faute.